Après le décès de ma grand-mère, ma famille m'a poursuivi en justice pour son héritage de 10 millions de dollars. Mais lorsque la juge m'a vu, elle a suspendu le procès. Car elle était l'avocate qui m'avait aidé à fuir mon foyer abusif et connaissait la vérité sur eux. Bienvenue à tous, mes chers amis. Avant de commencer, abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons voir cette communauté grandir à travers le monde. Les lumières fluorescentes du tribunal bourdonnaient comme des guêpes en colère alors que j'étais assise seule à la table des accusés, les mains tremblantes sur mes genoux. De l'autre côté de l'allée, toute ma famille était regroupée. Ma mère Diane, mon père Christopher, mon frère aîné Gary et ma sœur Addison, tous vêtus de costumes noirs onéreux, probablement payés avec l'argent de grand-mère Rose. Ils ressemblaient à des personnes en deuil lors d'un enterrement, ce qu'ils étaient, je suppose. Grand-mère était morte depuis 3 mois, et ils avaient attendu exactement une semaine après l'inhumation pour intenter ce procès. Mon avocat, un commis d'office à l'air fatigué nommé Monsieur Jenkins, brassait des papiers à côté de moi. Je ne pouvais pas me permettre mieux. J'avais dépensé mes dernières économies pour payer les frais médicaux de grand-mère, ceux-là même pour lesquels ils avaient refusé d'aider. Levez-vous, annonça l'huissier. Mon cœur martelait mes côtes alors que tout le monde se levait, mais quand la juge entra, le temps sembla s'arrêter. C'était une élégante femme noire d'une 60aine d'années, aux cheveux méchés d'argent tirés en un chignon soigné. Nos regards se croisèrent et je vis son visage se transformer, le choc, la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Votre honneur, la juge Claire Morrison préside, poursuivit l'huissier. Claire Morrison. Le nom me frappa comme un train de marchandises. Il y a 15 ans, elle n'était pas juge. Elle était l'avocate qui avait aidé une jeune fille terrifiée de 17 ans à échapper à un foyer où les bleus étaient aussi courants que le petit déjeuner. Elle était la femme qui m'avait cru quand personne d'autre ne le faisait. La cour va faire une pause de 15 minutes, dit soudainement la juge Morrison, sa voix tremblant légèrement. Les avocats, approchez la barre. Maintenant. Mes jambes flageolaient alors que je regardais la juge Morrison disparaître dans son bureau avec les 2 avocats. La salle d'audience éclata en chuchotements confus. La voix de ma mère trancha à travers le bruit. C'était quoi ce bordel, siffla Diane à mon père. Je ne me retournai pas, mais je pouvais sentir leurs yeux me percer le dos. Mon esprit retourna 15 ans en arrière, vers cette fille terrifiée que j'avais été. Les bleus cachés sous des manches longues même en été. Les accidents qui m'envoyaient aux urgences 3 fois en 2 ans. La façon dont ma famille m'isolait, contrôlait chaque aspect de ma vie, me faisait croire que je ne valais rien. Et pendant tout ce temps, grand-mère Rose voyageait pour le travail, ignorant ce qui se passait dans la maison de son fils. Quand elle l'avait enfin découvert, elle avait été dévastée. Mais à ce moment-là, j'avais 17 ans et j'étais désespéré. Une conseillère scolaire m'avait mis en contact avec l'aide juridique, où une avocate au regard perçant nommée Claire Morrison avait jeté un coup d'œil à mon dossier et à mes bleus qui s'estompaient, et était partie en guerre pour moi. Elle avait obtenu mon émancipation, m'avait aidé à entrer dans un foyer pour jeunes, puis à l'université grâce à des bourses. Elle m'avait sauvé la vie. Si vous regardez ceci, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. Alors, me chuchotais-je, une habitude nerveuse tirée de ma chaîne YouTube où je partageais du contenu motivationnel, cette histoire est sur le point de devenir dingue. Monsieur Jenkins revint, le visage pâle. La juge veut vous voir dans son bureau. Seul. Le bureau de la juge Morrison sentait le cuir et les vieux livres. Elle était assise derrière son bureau, toujours vêtue de sa robe de juge, mais son expression était douce, d'une manière que les visages des juges le sont rarement. Amelia, dit-elle, et entendre mon nom dans sa voix fit piquer mes yeux de larmes retenues. Maître Morrison. Je veux dire votre honneur, bégayai-je. Je ne savais pas que vous étiez juge maintenant. Je suis sur le banc depuis 8 ans, répondit-elle. Et je ne t'ai jamais oublié, Amelia. J'ai suivi ton parcours. Ton diplôme en travail social, ton association aidant les survivants de violences domestiques, ta chaîne YouTube où tu inspires les jeunes femmes. Tu as tout fait comme il fallait. Ses yeux se durcirent. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir exactement ce qui se passe dans cette salle d'audience. Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout. Comment grand-mère Rose était tombée malade d'un cancer il y a 2 ans. Comment ma famille avait soudainement disparu après des années où j'avais maintenu un contact distant mais courtois pour le bien de grand-mère. Comment j'étais revenu pour prendre soin d'elle, prenant un congé de mon travail, dormant sur la chaise à côté de son lit d'hôpital.
Comment elle avait changé son testament 6 mois avant sa mort, me léguant la majeure partie de son patrimoine de 10 millions de dollars. Sa maison, ses investissements, tout ce qu'elle avait construit grâce à son entreprise de traiteur prospère. Ils plaident l'abus de faiblesse, expliquai-je, la voix brisée. Ils disent que je l'ai manipulée, isolée d'eux, lavé le cerveau quand elle était vulnérable. La juge Morrison se pencha en avant, les doigts joints. Parle-moi des derniers mois de Rose. Ma gorge se serra. Grand-mère était lucide jusqu'à la toute fin, votre honneur. Cancer du pancréas stade 4, mais son esprit était vif comme toujours. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a changé son testament. Je sortis mon téléphone, lui montrant les preuves vidéo que j'avais compilées. J'avais enregistré nos conversations sur le changement de testament, avec sa permission. Elle voulait une documentation parce qu'elle savait que cela arriverait. Dans la vidéo, grand-mère Rose était assise dans son lit d'hôpital, maigre mais féroce. Je fais ça parce qu'Amelia est la seule qui soit venue, disait-elle clairement face à la caméra. Christopher et Diane ne m'ont pas rendu visite depuis 3 mois. Gary m'a demandé 50 000 $ pour investir dans une combine, puis a disparu quand j'ai dit non. Addison n'appelle que quand elle veut quelque chose. Mais mon Amelia? Elle me fait la lecture, me lave, me tient la main à travers la douleur. Elle m'a aimé quand je n'avais plus rien à donner. La mâchoire de la juge Morrison se contracta. La partie adverse a-t-elle cette vidéo? Ils l'ont vue. Ils prétendent que c'est sous la contrainte, qu'elle était sous médicaments et confuse. Je ris amèrement. La vidéo est horodatée et certifiée par son oncologue, qui a confirmé qu'elle était tout à fait compétente. Pourquoi penses-tu qu'ils font vraiment ça? Demanda doucement la juge. Je croisai son regard. Parce que ce sont les mêmes personnes qu'ils ont toujours été. Des profiteurs. Des abuseurs. Ils voient de l'argent qu'ils pensent mériter. La juge Morrison se leva et marcha vers sa fenêtre, regardant la ville en contrebas. Amelia, je dois me récuser de cette affaire. Notre relation antérieure crée un conflit d'intérêts. Mon cœur se serra. Mais. Cependant, continua-t-elle en se tournant vers moi, avant de le faire, je vais mettre certaines choses très au clair dans le dossier. Les avocats de ta famille vont arguer que je suis partial, et ils auraient raison. Je suis partial en faveur de la vérité. Elle appuya sur un bouton de son bureau. Envoyez-moi le sténographe et l'huissier. Je veux que tout ce qui suit soit consigné. En quelques minutes, son bureau se remplit de personnel du tribunal. La voix de la juge Morrison prit son ton formel de salle d'audience. Que le dossier montre que j'ai une connaissance antérieure de la défenderesse, Amelia Donaldson, d'une affaire que j'ai traitée en tant qu'avocate il y a 15 ans. À cette époque, j'ai représenté mademoiselle Donaldson dans une procédure d'émancipation contre ses parents, Christopher et Diane Donaldson, suite à des allégations fondées de violence physique et émotionnelle. Je regardais ces mots frappés comme des bombes. Les doigts du sténographe volaient sur les touches. De plus, continua la juge Morrison, au cours de cette procédure, j'ai documenté des preuves d'abus systématiques, y compris 3 visites aux urgences, de multiples rapports scolaires et des témoignages de signalants obligatoires. L'émancipation a été accordée, et mademoiselle Donaldson a été retirée de la garde de ses parents pour sa propre sécurité. Elle me regarda droit dans les yeux. Je me récuse de cette affaire, mais pas avant d'ordonner une évaluation psychologique complète de toutes les parties et un audit forensique de toutes les transactions financières entre les plaignants et Rose Donaldson au cours des 5 dernières années. La salle d'audience explosa à notre retour. Ma mère bondit sur ses pieds, le visage déformé par la rage. C'est un coup monté. Elle ne peut pas faire ça. Le nouveau juge, un homme noir plus âgé nommé le juge Franklin, frappa de son marteau. Madame Donaldson, asseyez-vous ou je vous ferai condamner pour outrage. Mais Diane était au-delà de la raison. Cette juge a des préjugés contre nous depuis le début. Elle a monté notre fille contre nous il y a 15 ans avec des mensonges, et maintenant elle. Mère, dis-je calmement, ma voix coupant sa tirade. Tout le monde se tourna pour me regarder. C'était le premier mot que je lui adressais directement depuis des années. Les bleus n'étaient pas des mensonges. Les côtes cassées n'étaient pas des mensonges. Les brûlures de cigarettes sur mes bras que je cachais avec des manches longues n'étaient pas des mensonges. La salle devint silencieuse. Le juge Franklin se pencha en avant. Mademoiselle Donaldson, continuez s'il vous plaît. Ma voix devint plus forte. Quand j'avais 14 ans,
mon père m'a jeté dans les escaliers parce que j'avais eu un B en maths. Quand j'avais 15 ans, ma mère m'a enfermé dans la cave pendant 2 jours parce que j'avais répondu. Quand j'avais 16 ans, mon frère. Je pointais Gary du doigt, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Point m'a maintenu au sol pendant que papa me frappait avec sa ceinture parce que j'avais essayé de m'enfuir. L'avocat de Gary bondit. Votre honneur, ceci est complètement hors de propos avec l'affaire actuelle. C'est complètement pertinent, répliquai-je. Parce que vous prétendez que j'ai manipulé grand-mère Rose. Mais la vérité, c'est qu'elle a enfin appris quel genre de personne vous êtes vraiment. Au cours des 2 semaines suivantes, alors que le procès se poursuivait sous la direction du juge Franklin, l'audit forensique ordonné par la juge Morrison commença à révéler la vérité. Et c'était bien pire que ce que j'avais imaginé. L'expert comptable judiciaire, une femme méticuleuse nommée Dr Hernandez, prit la barre avec un épais classeur de documents. Dans les 5 années précédant sa mort, Rose Donaldson a reçu environ 47 demandes d'argent de la part des membres de sa famille, témoigna le Dr Hernandez. Le montant total demandé dépassait 1,2 million de dollars. Mon estomac se retourna alors qu'elle continuait. Sur ce montant, Madame Donaldson a donné environ 600 000 dollars à son fils Christopher pour divers investissements commerciaux qui ne se sont jamais concrétisés. Elle a donné 200 000 dollars à sa petite-fille Addison pour ce qui était décrit comme des frais d'éducation, bien que Mademoiselle Donaldson n'ait jamais terminé aucun cursus diplômant. Elle a donné 150 000 dollars à son petit-fils Gary pour rembourser des dettes de jeu. Le docteur Hernandez leva les yeux de ses notes. Durant la même période, Amelia Donaldson a demandé 0 $. En fait, les relevés financiers montrent qu'Amelia a déposé plus de 30 000 dollars de son propre argent sur un compte pour aider à couvrir les frais médicaux de Rose Donaldson que l'assurance ne couvrait pas. L'avocat de ma mère tenta de s'y opposer, mais les preuves étaient en béton. Relevés bancaires, chèques annulés, correspondance par email. Cela peignait le portrait d'une famille saignant ma grand-mère à blanc alors que j'étais la seule à prendre soin d'elle. Il y a plus, dit le docteur Hernandez d'un ton sombre. Ce que le docteur Hernandez révéla ensuite me rendit physiquement malade. Dans le cadre de l'enquête, ils avaient assigné à comparaître les relevés téléphoniques et les SMS de tout le monde. L'avocat les projeta sur un écran pour que toute la salle puisse voir. Christopher a dit Anne, 6 mois avant la mort de grand-mère, maman change le testament. Cette salope lui est entrée dans la tête. On doit faire quelque chose. Diane à Addison, ta grand-mère laisse tout à Amelia. Après tout ce qu'on a fait pour elle. On devrait contester sa compétence. Peut-être la faire déclarer mentalement inapte. Gary à Christopher, et si on attendait juste qu'elle meure pour attaquer en justice? Dire qu'Amelia l'a contrainte? L'abus de faiblesse est dur à prouver, mais on a des avocats. Mes mains tremblaient en lisant les messages. Ils planifiaient cela depuis des mois, avant même la mort de grand-mère. Même pendant qu'elle souffrait, ils complotaient pour prendre ce qu'elle avait décidé de me donner. Mais le pire message venait de ma mère, envoyé à ma sœur 3 semaines avant la mort de grand-mère, ne t'embête pas à visiter. Elle est presque partie de toute façon. Garde ton énergie pour la bataille juridique. L'expression du juge Franklin était de marbre. Madame Donaldson, avez-vous écrit ce message? Le visage de ma mère était devenu livide. J'étais bouleversé. Je ne voulais pas dire. Avez-vous ou n'avez-vous pas écrit un message disant de ne pas rendre visite à votre mère mourante parce qu'elle était presque partie de toute façon? Le silence de Diane fut une réponse suffisante. Je sentais les larmes couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de justice, des années à s'entendre dire que j'avais tort, que j'étais le problème, enfin réfuté. Mon avocat, Monsieur Jenkins, était resté silencieux pendant la majeure partie du procès, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Mais maintenant, il se levait avec une enveloppe Kraft. Votre honneur, j'aimerais verser au dossier plusieurs lettres écrites par Rose Donaldson dans les mois précédant sa mort. Elles étaient conservées dans un coffre dont mademoiselle Amelia Donaldson n'a eu accès que récemment. Il remit des copies au jugé à la partie adverse. Les lettres étaient écrites de l'écriture tremblante mais déterminée de grand-mère. Le juge Franklin en lut une à voix haute. À qui de droit, je suis Rose-Marie Donaldson, saine d'esprit bien que mon corps faiblisse. Je veux qu'il soit su que je change mon testament de mon plein gré. Mon fils Christopher s'est révélé être un homme qui valorise l'argent plus que la famille. Il m'a demandé de l'argent 32 fois en 5 ans mais ne m'a rendu visite à l'hôpital que 3 fois.
Ma belle-fille Diane a montré son vrai visage en étant cruelle envers ma petite-fille Amélia. La même petite-fille qui essuie maintenant mon front quand je suis fiévreuse et tient le seau quand je suis malade à cause de la chimio. Mes petits-enfants Gary et Addison suivent les traces de leurs parents. Ils prennent tout, ne donnent rien. Mais Amélia. Ma douce Amélia. Elle est revenue. Même après ce qu'ils lui ont fait, même après les années d'abus que j'étais trop aveuglé, trop occupé pour voir, elle est revenue. Elle m'a pardonné de ne pas l'avoir protégée. Elle m'aime non pas pour ce que je peux lui donner, mais pour qui je suis. C'est pourquoi elle hérite de tout. La salle était silencieuse, à l'exception des sanglots discrets de ma mère. Mais je ne ressentais aucune sympathie. Plus maintenant. Mon père se leva enfin, le visage rouge de colère. Tu l'as monté contre nous. Tu as empoisonné son esprit avec tes histoires de victimes et tes mensonges sur des abus qui ont eu lieu il y a des années. Nous sommes son sang. Sa vraie famille. Quelque chose en moi se brisa. Je me levai de mon siège, ma voix stable et froide. Tu veux parler de sang, papa? Parlons de sang. Parlons du sang que j'ai craché après que tu m'as frappé à l'estomac quand j'avais 15 ans. Parlons du sang de ma lèvre fendue qui a taché le canapé de grand-mère ce Noël-là. Celui dont tu lui as dit qu'il venait d'une chute. Parlons du sang que tu partages avec une femme que tu prétends aimer mais que tu n'as visité que 3 fois alors qu'elle mourait. Christopher se jeta vers moi, mais l'huissier l'intercepta. Le juge Franklin frappa son marteau à plusieurs reprises. Monsieur Donaldson. Contrôlez-vous ou vous serez expulsé de cette salle. Mon père respirait fort, son masque tombant enfin. Espèce de petite ingrate. Je suis ingrate? Je ris, un son sans aucun humour. Je suis ingrate parce que je ne t'ai pas laissé continuer à abuser de moi. Parce que je ne vous ai pas laissé saigner grand-mère à blanc. Parce qu'elle a enfin vu clair en vous et a laissé son argent à quelqu'un qui l'aimait vraiment. Je me tournai pour m'adresser à toute la salle, ma voix résonnant clairement. Si vous regardez cette histoire se dérouler, souvenez-vous de ceci, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. C'est qui vous aime quand vous n'avez plus rien à donner. Ce soir-là, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Amélia. La voix de ma sœur Addison était petite, brisée. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je restai silencieuse, attendant. Je dois dire la vérité, chuchota-t-elle. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas les regarder te détruire alors que tu es la seule à t'être vraiment souciée de grand-mère. De quoi parles-tu? Le procès. C'était toute l'idée de maman et papa. Ils ont promis à Gary et moi une part si on jouait le jeu. Mais je t'ai vu dans cette salle d'audience aujourd'hui, et j'ai vu les SMS et j'ai juste. Elle s'effondra en pleurs. On est des gens horribles, Amélia. Tu t'en es sortie, mais nous sommes restés, et ils ont fait de nous des copies d'eux-mêmes. Je ressentis un mélange étrange de pitié et de colère. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je vais témoigner demain. Contre eux. Je vais dire au juge Franklin que maman m'a briefé sur ce qu'il fallait dire, qu'elle m'a dit de mentir sur le fait que tu isolais grand-mère. Je vais leur parler des fois où j'ai visité et où tu étais là, dormant sur cette chaise, l'air épuisé mais ne te plaignant jamais. De la façon dont grand-mère s'illuminait quand tu entrais dans la pièce. Addison. Je n'attends pas le pardon, m'interrompit-elle. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je ne peux pas les laisser gagner ça. Grand-mère t'aimait, Amélia. Vraiment. Et tu l'aimais. C'est tout ce qui devrait compter. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restais assise dans mon petit appartement entouré de photos de grand-mère et moi, me demandant si c'était enfin la fin. Addison tint parole. Le lendemain matin, elle prit la barre et son témoignage fut dévastateur. Elle confirma que nos parents avaient orchestré tout le procès, qu'ils avaient fait pression sur elle et Gary pour mentir, qu'ils avaient promis de partager tout règlement. Elle décrivit avec des détails douloureux comment nos parents avaient toujours été obsédés par l'argent, par le contrôle, par le maintien de leur image tout en détruisant quiconque la menaçait. Amélia a toujours été le bouc émissaire, témoigna Addison, la voix tremblante. Il la blâmait pour tout. Et quand elle s'est libérée, quand elle est devenue prospère et heureuse sans eux, ils l'ont détestée encore plus pour ça. Le testament de grand-mère n'était pas une question d'abus de faiblesse. C'était grand-mère voyant enfin clairement qui était vraiment sa famille.
L'avocat de mes parents tenta de la discréditer, suggérant qu'elle avait été soudoyée ou contrainte par moi. Mais Addison tint bon. Je fais ça parce que j'en ai marre d'être comme eux. J'en ai marre de mentir. J'en ai marre d'être le genre de personne qui poursuivrait sa propre sœur pour de l'argent au lieu d'être reconnaissante que quelqu'un ait assez aimé notre grand-mère pour rester. Quand les avocats firent leur plaidoirie finale, cela sembla presque décevant. L'épreuve était accablante. Le jury délibéra moins de 3 heures. Nous statuons en faveur de la défenderesse, Amelia Donaldson. Le testament de Rose Marie Donaldson restera tel qu'il a été écrit. De plus, nous recommandons que les plaignants soient condamnés à payer tous les frais juridiques et les dépens. Je sentis mes genoux flancher, mais M. Jenkins me rattrapa. C'était fini. J'avais gagné. 3 mois plus tard, je me tenais dans la maison de grand-mère, ma maison maintenant en emballant ses affaires. Chaque objet était un souvenir. Ses bols à mélanger préférés qui sentaient la cannelle, sa collection de vieux vinyles, l'album photo rempli de clichés de nous deux. J'avais fait don de la majeure partie de l'argent à des organisations contre la violence domestique et à des bourses pour les jeunes femmes fuyant les abus. J'avais gardé assez pour entretenir la maison et continuer mon travail. C'est ce que grand-mère aurait voulu. Mon téléphone vibra. Un message d'Addison. Je suis en thérapie. J'apprends à être meilleur. Pas de pression pour répondre. Je voulais juste que tu saches. Je fixai le message un long moment puis répondis, bien. Continue. Pas un pardon, mais pas un rejet complet non plus. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Je marchais dans le jardin de grand-mère où ses roses fleurissaient encore. Je pensais à la juge Morrison qui avait donné une seconde chance à une fille brisée. Je pensais à grand-mère qui m'avait aimé quand j'en avais le plus besoin et qui m'avait appris que parfois, la famille dont on a besoin n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle qu'on choisit. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose, ce que grand-mère aurait appelé Dieu qui frime, je sentis les larmes venir. Pas des larmes de colère ou de justice, mais des larmes de deuil pour tout ce qui était perdu et ne pourrait jamais être récupéré. J'avais gagné le procès, gardé l'héritage, prouvé la vérité. Mais j'avais perdu ma famille pour toujours. Certains jours, même les victoires justes ont un goût de cendre. C'est Amelia. Je chuchotais aux roses, imaginant mon audience YouTube, imaginant quiconque avait besoin d'entendre ça. Souvenez-vous que se défendre n'amène pas toujours une fin heureuse. Parfois, on gagne la bataille mais on perd quelque chose de précieux quand même. Parfois, faire ce qui est juste vous coûte tout. Mais vous le faites quand même. Parce que votre paix vaut plus que leur présence. Parce que la vérité compte plus que l'harmonie familiale bâtie sur des mensonges. Les roses ondulaient dans la brise du soir et quelque part, j'espérais que grand-mère était fière de la femme que j'étais devenue. Cicatrisée, plus forte, et enfin libre. Même si la liberté ressemblait beaucoup à la solitude. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Parce que quelqu'un quelque part a besoin de savoir que survivre à sa famille est possible, même quand ça vous brise le cœur.